contexte particulier de cette année, c'est quand même un projet qui nous a aussi donné des sueurs froides. Parce qu'on voit bien que c'est une année où il a été difficile de travailler collectivement, difficile de se rencontrer, difficile d'organiser cette journée. Les étudiants, quand ils arrivent ici, moi je trouve qu'ils sont toujours, souvent en fait, alors centrés sur leur propre parcours, c'est normal, mais avec déjà des idées, avant même d'arriver sur un lieu de stage, de se dire, ben, moi j'ai envie de faire ça comme projet, moi j'ai envie, je sais que je ferai ça un jour, voilà. Parce que j'ai une compétence particulière, parce que j'ai une sensibilité particulière à ceci ou à cela. Des fois, ça prend un peu trop le pas sur le reste. C'est-à-dire que des fois, vous êtes tellement conditionné par ce que vous avez envie de développer que vous pouvez en oublier un petit peu à quel type de public ça va s'adresser, dans quelles conditions ça va pouvoir se mettre en œuvre. Et du coup, voilà, vous foncez en fait sur votre chemin parce que vous dites « ouais, c'est un bon projet ça, il faut que j'arrive à le mettre en œuvre », sans considérer suffisamment finalement tout l'environnement en fait de la mise en œuvre de ce projet. C'est normal, vous êtes en formation, donc c'est aussi pour ça que vous expérimentez la mise en œuvre de projets pendant vos stages. Et ce projet collectif, je pense que du coup, il aura permis aussi de vous décentrer de votre propre envie, etc. Et de réfléchir finalement aussi davantage à finalement à quoi ça sert, quel est ce projet. Et là, on revient au mot de Toscaïès quand même. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de faire là quand j'essaye de mettre en œuvre un projet dans ma structure? Quel sens ça a au-delà de je vais avoir une bonne note et je vais avoir mon diplôme? Quel sens ça a pour ce public? Quel sens ça a par rapport au travail social, par rapport à la société? Comment est-ce que finalement ce projet, il m'inclut dans une réflexion plus globale? Et comment à un moment donné, au-delà du projet concret qui est en train de se dérouler, je peux être rattaché à quelque chose de plus grand? C'est un mot valise le projet, en travail social, on l'emploie à toutes les sauces, et des fois on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Il y a le projet, de société. Voilà, ça part d'en haut, voilà, les projets de société. Et là, aujourd'hui, la conférence de tout à l'heure, ça fait partie des projets de société. Dans quelle société on veut vivre demain? Et puis, ça se décline jusqu'au projet individualisé, finalement, qui est le plus petit échelon. Mais à chaque fois, tout ça, c'est relié. Et c'est ça qui donne du sens. Alors, on peut prendre le contre-pied. En travail social maintenant, aller faire une sortie avec un groupe d'ados parce qu'il fait soleil et qu'on va se balader, c'est plus une balade, c'est un projet. Et c'est vrai qu'on le vit comme ça aussi. On dit, voilà, le projet d'aujourd'hui, c'est d'aller faire une sortie avec ce groupe. C'est un peu con, mais en même temps, ça donne du sens. Et c'est intéressant en ce sens parce que du coup, il y a toujours un sens derrière. Pourquoi est-ce que moi, en tant que travailleur social, je réfléchis à faire ce projet-là avec ce groupe? Parce que je sais, et des fois on ne se pose pas suffisamment la question, que ça va apporter quelque chose. Ça va apporter quelque chose sur le vivre ensemble. Ça va apporter quelque chose sur la relation. Ça va apporter quelque chose sur la manière que je vais avoir de pouvoir échanger avec chacun et tous autour de cette activité. C'est toujours difficile en fait d'être dans l'échange et il y a tout un tas de publics avec lesquels on ne peut pas simplement être dans un échange autour d'une table. Alors qu'est-ce que tu veux faire, comment tu vas, etc. etc. Cet échange-là très formel, il est souvent très compliqué. Et je trouve que les projets, c'est souvent en fait le moyen de travailler ces questions-là autrement. On ne parle jamais autant que quand on est en train de faire un gâteau ensemble, que quand on est en train de se balader au bord d'une rivière, que quand on est en voiture, côte à côte et pas face à face. Et c'est tout ça qui est important et que vous allez utiliser dans toute votre vie professionnelle. Voilà. Donc je crois beaucoup à cette question du projet s'il garde ce sens noble. Et méfiez-vous de ne pas vous laisser vous enfermer dans des projets qui seraient vides de sens. Voilà. Voilà, c'était mon petit speech du matin. Je vais vous laisser maintenant avec l'équipe qui a géré toute cette journée de main de maître. On se retrouve tout à l'heure. Je viendrai tourner sur les ateliers, voir aussi les photos, voir tout ce que vous avez préparé. Et je vous souhaite une belle journée tous ensemble. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures en présentiel. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et tous. C'est Michel. Bonjour Michel.
Merci de m'accueillir. Je me fais une joie de passer un peu de temps avec vous. Je vous trouve très loin, mais peut-être que je me rapprocherai un peu. Ce qui est sûr, c'est que moi j'ai fait le choix de ne pas porter de masque aujourd'hui. C'est un peu le choix que je fais au quotidien, parce que en tant que, on va dire, éducatrice de santé, en tant que naturopathe, en tant que thérapeute, je considère qu'on peut aborder la crise sanitaire autrement. Donc, je voulais que vous puissiez me voir sans masque. Et c'est comme ça que nous, les mammifères, nous fonctionnons. C'est-à-dire que nous vivons de notre mimique et nous priver de nos expressions, c'est un peu comme nous priver d'une partie de notre humanité. Donc, je pose de suite le décor, au moins c'est clair. Et il y aura déjà ça. Donc, pour cette conférence, le prisme un peu de mon discours va être l'alimentation. Au sens plus large, je dirais la nourriture, qui pour moi ne se résume pas que à l'alimentation. Et ce que j'aurais envie, c'est que ça soit le plus possible interactif. Je me demande si on ne peut pas fermer... Donc, en fait, ce que je vous propose, c'est de faire cette expérience avec moi. Je sais que vous avez fait un choix de métier qui est engageant, qui vous expose au premier degré aux émotions des gens, aux histoires des personnes que vous rencontrez. Pour moi, vous êtes aussi des soignants. Et moi, je pense que je n'ai rien à vous apporter. Honnêtement, je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut. Simplement, je vais vous partager un peu moi, ma façon de travailler, ma sensibilité, qui je suis. Mais en regardant tous vos projets, j'ai vu qu'il y avait déjà énormément, qu'il y avait un engagement qui pour moi est très précieux parce que le thème du développement durable, du changement climatique est très présent dans ma pratique. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas ignorer cette échéance à court terme, parce que je me suis dit comment je vais l'aborder cette conférence, qu'est-ce que je vais présenter en termes de données. Et en fait, j'ai regardé plein de vidéos de personnes qui m'inspirent, je voulais vous partager plein de choses. D'ailleurs, je vais le faire et j'ai choisi un personnage un peu particulier, et je vous dirai pourquoi. Mais c'est vrai que je me suis arrêtée sur le métronome qui est exposé à Manhattan, à New York. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est une grande horloge qui marque une heure un peu particulière. C'est-à-dire, elle marque 7 ans et quelques jours, quelques heures, quelques minutes. Est-ce que vous avez une idée à quoi correspond ce temps-là? À quoi correspond cette notion de 7 ans, 50 jours, quelques heures, quelques minutes? En fait, ça correspond au temps que nous avons d'action pour empêcher que le changement climatique devienne un phénomène irréversible dont nous ne connaissons pas les conséquences. Donc ça veut dire que nous avons quelques années pour agir, pour réduire nos émissions de gaz carbonique. Et vous savez que d'ici 2030, il faudra qu'elles soient réduites de 45% nos émissions, ce qui est un défi énorme. Or, compte tenu de ce que nous venons de vivre en 2020, je me suis fait la réflexion, mais qu'est-ce que nous aurions eu comme opportunité pour réduire nos émissions si ce n'est qu'un confinement global?
est-ce qu'il y avait un autre moyen envisageable? Est-ce que nos gouvernements, les États, auraient pu s'accorder pour un arrêt global de l'économie, de la consommation, de tout ce que vous voulez, si ce n'était que par un danger de cet ordre-là qu'on a appelé Covid-19? Moi, simplement, je pose la question. Je n'ai pas de réponse, mais quand j'ai commencé à regarder les rapports du groupement d'experts intergouvernementaux sur le climat en 2018 et qui disaient il faut agir d'ici 2020, le danger est pour 2020, 2020, 2020, 2020. Ben 2020, on l'a vu ce que ça a été. Une année comme on n'en a pas vécu depuis longtemps dans l'histoire de l'humanité, en tout cas. Donc, je préfère dire de suite que je ne me considère pas complotiste. Simplement, j'essaye de réfléchir avec le maximum de données à ma disposition. Voilà. Alors, pour commencer, j'avais juste envie de vous inviter à un exercice très pratique. Or, je ne me suis pas présentée, donc je m'appelle Sarah Poète, je suis italienne, j'habite en France depuis 14 ans. Je suis devenue naturopathe et thérapeute psychocorporelle. Et en fait, si vous voulez, la naturopathie pour moi concerne un peu une approche de santé naturelle. Et la thérapie psychocorporelle pour moi représente comment aborder les émotions dans le corps. Donc, ce que je vais vous proposer aussi, c'est de faire vous-même une expérience qui soit au contact de vos sensations. C'est très simple, pas de crainte. Mais c'est juste parce que quelque part, je considère que nous avons à être présents à nous-mêmes pour pouvoir être présents à l'autre. Et si nous ne sommes pas présents à nous-mêmes, comment nous pouvons être dans le soutien, dans la relation avec l'autre? Donc le développement durable, pour moi, vient nous toucher d'abord chacun dans nos choix personnels, dans nos possibilités d'action individuelles. Et c'est pour ça que moi, je vous renvoie la balle en vous disant, oui, vous avez fait des projets magnifiques, à mon point de vue, de ce que j'ai lu, et j'aimerais vous entendre aussi sur ça. En même temps, je me demande, mais où vous en êtes, vous, chacun de vous, dans votre réflexion? Et qu'est-ce que vous ressentez? Donc, le premier exercice que je vous propose, c'est tout simple. Je vous invite juste à fermer les yeux et je vais, pendant quelques minutes, juste vous proposer une visualisation. D'accord? Et après, on aura un petit temps de partage. Donc, si vous êtes vraiment très, très motivé, pendant cette heure et demie que nous allons passer ensemble, oubliez vos téléphones. Coupez, mettez-les en mode avion, si possible, parce qu'ils sont un facteur de perturbation émotionnelle. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais je ne vous demande pas un sacrifice énorme dans votre vie. De toute façon, vous êtes obligé de rester là pendant une heure et demie. Alors, autant dire on y va, on se fait plaisir et on se relie à soi-même. Donc, vous pouvez fermer les yeux. Il ne va rien se passer de... Si possible, vous vous asseyez bien droit dans votre axe, ce qui veut dire être en appui sur les os du bassin, sur les ischions, de façon à pouvoir avoir juste le dos qui est droit. Donc, je vais le faire avec vous, comme ça, je me mets exactement à votre niveau. Donc, nous allons fermer les yeux. Essayez de trouver la position qui est confortable. Peut-être venez sentir aussi vos pieds. Est-ce que vos pieds sont bien là? Sentez le soutien sous vos plantes de pied. Placez-vous dans votre verticale et venez juste sentir déjà
Comment vous respirez là, à l'instant, ici et maintenant? Est-ce que déjà vous respirez? Et si oui, est-ce que c'est une respiration thoracique? Est-ce que c'est une respiration abdominale? Mettez une main au niveau du cœur et une main au niveau du ventre. Et nous allons juste respirer quelques instants dans le silence. Le silence, c'est une relation très intime. Chacun de nous a une relation vraiment particulière à cet aspect de notre vie. Et pourtant, si on arrive à se plonger dedans, ça permet de faire émerger beaucoup de choses. Comme si on pouvait puiser à quelque chose d'un peu plus profond. Offrez-vous cette expérience. Arrêtez les commentaires. Soyez là. Soyez présent à vous-même. Il n'y a rien d'autre à faire que d'être là. Et une fois que vous êtes en contact avec votre souffle, je vous invite à visualiser un espace, un endroit, un lieu où vous vous sentez en sécurité. Un lieu où vous vous sentez bien, où vous avez envie d'aller quand vous en ressentez le besoin. Ce lieu est peut-être dans la nature, il est peut-être chez vous, à la maison. Un lieu qui vous est familier. Prenez quelque temps juste pour vous placer dans cette ambiance-là de ce lieu, de cet endroit qui vous est cher, qui vous fait du bien. Et portez votre attention sur les sensations qui sont là. Quand je suis bien quelque part, quand je suis en sécurité quelque part, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce que je ressens? Et puis nous allons un peu plus loin dans notre visualisation et nous allons explorer le souvenir d'un repas mémorable. Oui, j'ai dit un repas où vous vous êtes senti bien, où vous étiez dans la joie, dans le partage, dans la convivialité. Essayez de contacter ce moment-là de ce repas. Peut-être il est très loin dans le temps, quand vous étiez petit. Peut-être il est récent. Mais c'est quelque chose qui est resté dans votre cœur. Venez en contact avec l'émotion qui est là, d'être juste en contact avec ce souvenir de ce repas agréable, de ce repas mémorable. Qui était présent? Quelle était l'atmosphère qui était là? Qu'est-ce que ça vous fait de vous rappeler ce moment-là? Et puis nous allons revenir petit à petit à l'instant présent. Et vous allez y revenir par une grande inspiration. Vous pouvez souffler, même avec la bouche.
Et puis quand vous êtes prêt, vous allez ouvrir les yeux doucement, tranquillement, sans projeter le regard. Et j'aimerais bien avoir juste un mot sur ce repas mémorable. Quel est le mot qui vous est venu, qui vous vient en pensant à ce moment-là? Juste un mot. Joie? Amour. Convivialité. Encore quelques mots? Festif. Quoi d'autre? J'ai pas compris? Parfum? Partage. Oui, bien sûr. Ok. Un dernier? Terroir. Bah oui. Bah oui. Et Céline, effectivement, tu me fais faire le lien avec le fait que nous sommes reliés à la terre. Et à la terre où nous avons grandi, où nous sommes nés, qui nous a nourris. Et ce lien, nous avons besoin de l'entretenir. Donc, je vous ai fait faire cette expérience parce que déjà, je vous ai fait contacter un lieu où vous vous sentiez bien, en sécurité. Et pour moi, ça, c'est un peu la clé pour commencer un travail. Quand je travaille en individuel ou en groupe avec les personnes, moi, je me sens garante d'un cadre de sécurité où la personne puisse se connecter à elle-même, puisse contacter des choses profondes chez elle et puisse éventuellement contacter même des choses désagréables. Mais tout ça, vous savez bien que c'est possible seulement si il y a une ambiance suffisamment rassurante pour la personne. Sinon, elle ne se lâchera jamais. Vous êtes en contact avec des publics très différents, avec des publics qui ont subi parfois des traumatismes. Et alors, un petit exercice comme ça peut être une clé pour juste voir si la personne en face de vous arrive à contacter cet endroit de sécurité. C'est pas gagné, parce que certains enfants ont des histoires tellement terribles. Et en même temps, des fois, la sécurité, le bonheur, la joie peut être dans le souvenir. Il peut y avoir un présent qui est difficile et puis un souvenir qui est rassurant, qui est joyeux. Et le fait de contacter ça, et de le contacter au niveau des sensations corporelles, c'est très très bon. Parce qu'en fait, vous savez que le corps est un système qui fonctionne en homéostasie, donc il a besoin de retrouver systématiquement l'équilibre. Est-ce que vous savez comment marche le stress sur nous? Ce que ça fait? Oui, ça nous protège, ça nous alerte d'un danger, c'est donc une réaction bénéfique. D'ailleurs, on parle de eustress, donc EU, stress, si c'est un bon stress. Ça peut être, je ne sais pas, l'annonce d'une promotion au niveau du travail ou une bonne nouvelle, quelqu'un qui vous demande un mariage, j'en sais rien. Ça peut être un stress positif, d'accord? Mais que ça soit positif ou négatif, à chaque fois que nous vivons une situation stressante, il y a une montée en charge. Donc vous pouvez visualiser cette montée en charge, c'est adrénaline, cortisol, tout l'ensemble d'hormones qui s'activent avec cette réponse à l'événement. Or, il y a des changements physiologiques. Au niveau du corps, il y a les battements du cœur qui s'accélèrent, la tension artérielle qui augmente, il y a tout ça. Pour revenir à une situation d'équilibre, il faut à un moment donné qu'il y ait la possibilité de décharger ce stress.
Or, j'imagine que très souvent, surtout pour ceux parmi vous qui accompagnent des mineurs non accompagnés ou qui vivent des situations très compliquées au niveau relationnel, souvent vous allez rencontrer des enfants qui sont tout le temps dans la montée en charge et qui n'arrivent pas à faire la décharge. Et donc vous avez des tempéraments qui sont très très vifs ou qui sont très dispersés, qui somatisent parfois. Je pense que vous pouvez observer tout ça dans vos pratiques et voir parfois comment, si on arrive à recréer une certaine sécurité, un certain cadre bienveillant, la personne peut se relâcher, peut se détendre. Alors, dans le corps, souvent, ça fait qu'on peut souffler. On peut juste faire baisser un peu cette pression-là. Or, moi, je vais tout le temps vous proposer de passer de l'intellect au corporel, parce que j'estime que nous fonctionnons comme une unité globale, que aujourd'hui, bon, c'est un mot qui est de plus en plus utilisé, c'est le mot holistique. Holistique, ça veut dire l'ensemble de nos dimensions. C'est l'entier, l'être tout entier. Alors, j'en étais là parce que par rapport au développement durable, j'ai été beaucoup inspirée par un économiste indien qui vit en Angleterre, qui s'appelle Satish Kumar. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Il y en a qui le connaissent? Alors, c'est un monsieur, vous allez voir, avec un charisme assez particulier. Il a grandi en Inde et à l'âge de 9 ans, il est devenu moine Jain. Donc, chez les Jainas, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mouvement religieux indien où on met en avant le respect de toute forme de vie. C'est-à-dire que souvent, les moines Jainas marchent masqués de peur même de avaler un moucheron. C'est vraiment, donc ils font attention là où ils marchent. Ils sont bien évidemment végétariens, voire véganes. Et donc, ce monsieur, à l'âge de 9 ans, il s'est retrouvé à faire ce genre d'expérience. Donc, pour moi, il représente, de par son background, ses origines, un personnage qui a été imprégné d'une forme de spiritualité qui en Inde est monnaie courante. Je veux dire, ça fait partie de la humaine de chaque Indien. Moi, j'ai vécu en Inde presque 2 ans et c'est pour ça que je me retrouve dans la sensibilité de Satish Kumar. Et je voulais juste vous montrer comment lui, il aborde la question du développement durable et sur quel point il met l'accent. Donc on va essayer de regarder la vidéo et les sous-titrer en français. Donc, We want to say the system has been built over hundreds of years of this
climate change and mitigating the climate change is no responsibility of one government or one corporation or one business. It's a responsibility of everybody. So we all have to work together and make a love even though we disagree. And with that participation and joining together, we will bring transformation. On va refaire un tour, juste un mot sur ce que vous venez d'entendre. Réaliste, vrai. Conscience. Utopiste. Quoi d'autre? Acteur. Bon, on dit que les mauvaises herbes, c'est souvent des plantes dont on n'a pas encore appris comment s'en servir. Quoi d'autre? Est-ce que le fait de parler de tête, de cœur, de main, de corps, comment? Relationnel. En réécoutant cette vidéo, j'ai eu l'impression qu'il y avait tous vos projets là-dedans. Il a parlé d'alimentation, il a parlé de marche, il y a, je ne sais plus qui, Laurie, qui a fait un projet sur pour favoriser la marche sur le littoral. Il a parlé de compost. Il y en a plusieurs qui ont fait des projets sur les composts. Il a parlé meubles, oui, c'est ça. Et ça m'a fait penser à plein de projets. Donc, je me suis dit, c'est une belle synthèse de toutes les approches qu'on peut avoir pour aborder le développement durable. Et ce que je retiens, effectivement, comme l'a dit Michel, c'est qu'il s'agit de mettre notre conscience sur ce que nous pouvons faire aujourd'hui, maintenant, chacun de nous. Et aussi sur le fait que, parce que vous savez, le thème du développement durable, je ne sais pas comment vous êtes arrivé au choix de ce thème-là. Ça a été imposé, d'accord. Alors, est-ce que vous pourriez, quelqu'un, me partager juste, quand vous avez lu ça, ça a été quoi votre première réaction? Panique, incompréhension. Alors, panique, incompréhension? Bloqué? Parce que ça ne correspond pas forcément aux besoins qu'on repère chez nos publics. Donc, Pas conscience du moins, voilà. hors sujet ou incohérence ou décalage. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, ça sert à quoi ou encore ça, on nous rabâche encore ça, il faut encore revenir là-dessus. Il y a eu de ça? L'enjeu, c'était comment faire le lien avec nos publics, qui sont souvent pas du tout là-dedans, parce que si on est dans l'échelle de besoins, je pense qu'eux, ils sont à la base, quoi. Donc, on revient. C'est quoi le premier besoin quand vous connaissez tous la pyramide de Maslow? Qu'est-ce qu'il y a à la base? Oui, mais encore en dessous. Avant encore de pouvoir manger ou... ouais, l'estime de soi, je crois que ça vient un peu après.
Mais alors respirer, on est sur le côté végétatif, physiologique. Moi, je dirais que c'est vraiment la sécurité. Parce que si vous regardez dans le monde animal, est-ce qu'un animal va se donner le temps de manger ou s'il a un prédateur qui lui court derrière? Non. Eh ben oui, c'est ça. Mais un bébé, c'est pareil. Un bébé, il ne pourra pas recevoir votre soin, il ne pourra pas recevoir l'amour s'il n'a pas des conditions de sécurité. Et vous, je pense que dans beaucoup de vos publics, vous êtes confrontés à des histoires de personnes qui ont manqué de cette sécurité de base. Alors pourquoi le thème du développement durable vient nous percuter autant? Est-ce que vous faites une idée de pourquoi? Oui, mais pourquoi on commence à dire urgence? Pourquoi il y a des gens qui développent des dépressions écologiques, de l'éco-anxiété, du burn-out écologique? Pourquoi? Voilà. Parce que c'est notre maison. C'est notre maison, c'est notre base, c'est notre matrice, c'est notre mère nourricière. C'est tout ça. Et l'enjeu du développement durable, du changement climatique, c'est est-ce que nous pouvons encore nous sentir en sécurité dans notre maison, ou notre maison va exploser, ou je ne sais pas quoi. Donc, l'enjeu, il est énorme. Et c'est là où c'est une dimension, pour moi, c'est très intéressant, parce que quelque part, ce thème nous oblige à faire ce passage entre le microcosmos de chacun de nous, nos petites vies, nos petites existences avec maison, compagnons, voiture, enfants, métier, revenus, et le macrocosmos de la planète, de dire ah ben, ce ne sera pas moi toute seule qui va résoudre le problème. Et même si j'envisage de me mettre en chemin, il part de chemin, est-ce que toute seule je vais y arriver? Est-ce que chacun de nous, tout seul, va y arriver? Non. Et même on peut se sentir écrasé, non? Sous ce poids de dire, mais moi, toute petite, moi, qu'est-ce que je peux faire? Donc, pour moi, l'enjeu du développement durable, c'est aussi de retrouver dans notre quotidien, dans notre sphère d'action, la possibilité d'agir en petits groupes, d'agir en communauté, de se sentir relié, de sentir que il y a du sens, et il y a d'autant plus du sens si le sens, on le met en commun, si les efforts, on les fait en commun. Les efforts ou simplement s'il y a de la créativité, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui ont fait du jardinage artistique. C'est qui? Des murs végétaux. Il y a eu beaucoup de créativité. Et peut-être que c'est une des voies pour retrouver ce chemin vers la nature. De se dire, ok, nous avons été coupés depuis quelques décennies, quelques générations peut-être, de ce lien de respect, de continuité avec la nature, mais peut-être que nous pouvons retrouver ce lien par la créativité, par le jeu. Il y en a qui ont développé des jeux sur le... Voilà. Or, avec tout ça, on est encore en train de parler de nous. Moi, ce que j'aimerais savoir aujourd'hui de vous, mais je vais encore vous dire une chose, mais déjà, ce que j'aimerais savoir de vous est, effectivement,
quelle a été la réaction de votre public, comment ils ont reçu ces projets-là autour de ce thème du développement durable. Mais je vais vous dire une chose d'abord. C'est que il y a quelques mois, bon, ça fait quelques années que je m'intéresse d'éco-psychologie. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Éco-psychologie. Donc, éco, vous savez ce que ça veut dire, éco? Économie, écologie. Éco, ça veut dire quoi? Étymologiquement. Ça vient d'où, cet éco? C'est quoi l'économie? Alors, je vais vous le dire. C'est la loi de la maison. Les lois de la maison. Donc, éco, c'est la maison. Ça vient du grec, oikos, maison. Donc, l'éco-psychologie, c'est une psychologie qui s'applique à l'environnement, à notre maison. D'accord? Et c'est souvent, comme le définit une psychothérapeute anglaise qui s'appelle Rosemary Randall, c'est un voyage transformationnel qui prend en compte la dimension du changement climatique, de l'enjeu climatique. Parce que, quand vous avez fait des voyages dans votre vie, et un voyage, ça peut être chaque jour, chaque expérience, mais est-ce que vous êtes pareil au début ou à la fin? Est-ce que vous avez vécu des voyages qui vous ont ouvert des perspectives, qui vous ont changé? Vous en avez fait l'expérience? C'était quoi, par exemple, comme voyage? Est-ce qu'il y en a qui ont fait, je ne sais pas, le chemin de Saint-Jacques? Non? Qui sont partis à l'étranger? Donc, un voyage, c'est une initiation pour moi. On part, on est dans une telle dimension et on revient, on a vécu des choses, on s'est transformé, on a grandi. Donc, pour moi, dans l'éco-psychologie, il y a la possibilité d'une transformation intérieure dans notre lien à notre maison, à la nature, à l'environnement. Alors, cette psychothérapeute anglaise, Rosemary Randall, avec son mari qui est ingénieur, ils ont conçu une méthode qui s'appelle conversation carbone pour travailler avec des petits groupes de citoyens et parler déjà de toutes ces émotions qu'il peut y avoir quand on parle de changement climatique. Parce que chez beaucoup de gens, et même chez nous-mêmes, il peut y avoir des réactions du genre « mais oui, j'entends tout ça, j'entends l'urgence climatique, j'entends les dangers pour la biodiversité, etc. mais j'ai pas envie de renoncer à mon voyage en avion que j'ai planifié depuis 3 ans et que j'ai dû reporter à cause de la crise sanitaire. J'ai pas envie de renoncer à ça, j'ai pas envie de renoncer à mes déplacements en voiture le week-end. J'ai pas envie de... Ou bien, il y en a qui peuvent réagir en disant c'est la faute à nos parents, c'est la faute aux générations au-dessus qui ont foutu tout en l'air, qui n'avaient pas la conscience de ce qu'ils laissaient derrière. Ou bien il peut y avoir des réactions de panique, de honte, de culpabilité du style « Oh là là, mais je suis responsable de tout ça, mais qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Mais oh là là, je me sens mal, je suis impuissante, je ne peux rien faire. » La peur, la panique, l'anxiété du style je ne fais plus que penser à ça, à ce qui va se passer dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. J'ai l'impression que entre mai et juin, j'ai vu diminuer le nombre d'insectes qui s'écrasaient sur mon pare-brise. Il peut y avoir tous ces genres de comportements. Donc là, on est à quel niveau quand je vous parle de tout ça? Quand je vous parle de peur, de colère, de résignation,
On est dans quel registre? Plutôt négatif, mais on est dans le registre des émotions. Elles viennent d'où les émotions? Mais d'où? Du cerveau? Du cœur? Il y en a qui connaissent un peu de médecine chinoise? Est-ce que quelqu'un connaît un peu de médecine chinoise? D'accord. En médecine chinoise, chaque émotion est associée à un organe. Alors, par exemple, l'émotion de la colère, elle est associée au foie. Donc, quelqu'un qui a des problèmes de foie, qui a le foie un peu inflammé, un peu engorgé, eh bien, il est possible qu'il ait comme manifestation émotionnelle plutôt de la colère. Vous connaissez l'expression se faire de la bile. D'accord? Quelqu'un qui a de la peur. Alors oui, c'est vrai, il y a le plexus qui est là. Qui a dit angoisse? L'angoisse, c'est le nœud à l'estomac. Oui. Oui, c'est tout ça. Alors pour les Chinois, la peur, elle est dans les reins. Parce que les reins, c'est un peu, ce sont nos batteries, c'est notre ancrage, c'est la force qu'on a reçue des ancêtres. Et quand on a peur, c'est à ce niveau-là, très profond, qu'on est secoué, qu'on est ébranlé. D'accord? D'ailleurs, les Chinois, ils font un lien entre les reins et les cheveux. Il peut y avoir des cas où la personne a tellement peur qu'elle, soit elle les perd, soit elle blanchisse. Donc, c'est fascinant de voir que, en fait, nos émotions, elles sont vraiment dans nos tripes. OK? Mais ça, c'est un niveau, et c'est un niveau très, très animal, très, très instinctif. Quand vous écoutez Satish Kumar, moi, j'aime bien le fait qu'ils disent qu'il y a la tête, il y a les mains, et il y a le cœur. Et en fait, si vous voulez faciliter un changement de comportement, toucher les gens, moi en tout cas c'est ce que j'essaye de faire là, j'essaye de vous toucher un petit peu. Et comment je fais? Comment je fais pour vous toucher, pour vous faire sentir quelque chose? C'est quoi la stratégie que j'ai trouvée? Oui, en fait, j'essaye de vous mettre dans un état où il y a une émotion. D'accord? Parce que c'est par l'émotion que vous allez ressentir quelque chose et vous ne vous souviendrez peut-être aucun mot que j'ai dit, mais peut-être que vous vous souviendrez de l'émotion. Et peut-être qu'il ne vous restera rien de ce qu'on a dit, mais il vous restera, oh là là, elle m'a gavé avec tout ce qu'elle a dit, ou ah tiens, c'était chouette, ou donc c'est un registre, celui des émotions et aussi celui du cœur, parce que le cœur pour les Chinois, mais pas que, mais surtout pour les Chinois, le cœur c'est l'organe empereur, ok? C'est lui le maître, et c'est lui du coup qui doit organiser, gérer, maîtriser toutes les autres fonctions, tous les autres organes. Pourquoi? Vous savez d'ailleurs qu'en neurosciences aujourd'hui, on reconnaît qu'il y a une présence réelle de neurones au niveau du cœur. On a découvert le cerveau entérique, on a parlé de deuxième cerveau, mais pour moi, embryologiquement, c'est le premier. Et ça, ce n'est qu'un relais chou-fleur qui est là. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a un cerveau cardiaque. Quelqu'un connaît la cohérence cardiaque? Vous en avez jamais entendu parler? La cohérence cardiaque, On ressent quelque chose et il y a le cœur qui s'emballe, qui s'emballe pas.
C'est quoi la cohérence? Et si c'était une vague cohérente, est-ce qu'elle fait comme ça? Non, elle a un mouvement fluide. Régulier. Alors, pour vous mettre en cohérence cardiaque, c'est-à-dire donner une allure régulière aux ondes de votre cœur, c'est très simple. Vous respirez sur 5 secondes. À l'inspire, 1, 2, 3, 4, 5. À l'expire, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous faites ça pendant 3 minutes. Les ondes de votre cœur ont une allure régulière, harmonieuse. Cela, je ne vous dis pas ça comme ça, juste parce que je m'amuse à faire des liens aussi, mais c'est que dans cet état-là de cohérence cardiaque, nos pensées sont plus claires, sont plus lucides. On a une véritable paix à l'intérieur de nous. Donc aujourd'hui, on s'en sert beaucoup pour gérer les états de stress de cette cohérence cardiaque. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez même faire avec des enfants qui sont un peu hyperactifs ou perturbés. Vous leur faites faire des vagues. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous pouvez le danser. Vous pouvez, il y en a qui le font donc sur des tableaux en le peignant. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis bon, il y a des applis sur les téléphones. Mais c'est bien d'y mettre le corps. Parce que les bras, c'est le lien avec le cœur. L'émotion du cœur, c'est la joie. Donc si vous êtes dans le mouvement, et notamment le mouvement des bras, et en plus vous y mettez la respiration, là vous avez quelque chose organique. Donc je ne vous parle pas de choses mentales, je vous parle de choses très physiologiques pour être dans un état de bien-être, de joie organique, sans euphorie, sans excès, mais juste une joie organique. Donc je reviens à mon histoire de Rosemary Randall et son mari. Ils ont mis en place ces conversations carbone avec des petits groupes de citoyens pour les aider à partager à la fois sur leurs émotions vis-à-vis de l'urgence climatique et aussi pour qu'il y ait un partage de solutions à mettre en place autour de, voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer notre style de vie, où on va pouvoir acheter des légumes bio, où on va trouver des produits qui soient éco-responsables, qu'est-ce qu'on peut mettre en place déjà, nous, petite famille. Et le grand enjeu de cette urgence climatique, c'est que finalement, nous prenons conscience que nous sommes une grande famille de combien de milliards de personnes? 7 et plus. Et que, en fait, nous ne sommes pas les seuls dans cette famille. Il y a aussi les oiseaux, les animaux, les arbres, les éléments. Donc, c'est une chance extraordinaire. Si on ne devient pas spirituel avec ce sujet-là, moi, je me dis, c'est certainement pas en allant réciter un rosaire, un chapelet, comment vous dites, dans une église. Pour moi, cette chance de se sentir relié à l'ensemble de la vie, pour moi, c'est ça, la spiritualité. Donc, éco-psychologie, éco-spiritualité, c'est des noms, c'est des concepts dont vous allez entendre parler de plus en plus aujourd'hui. OK? Alors, je voulais vous entendre maintenant et savoir, avec ce que vous avez mis en place, vous, comment ça a été reçu par votre public? Est-ce qu'on va se donner la parole à tour de rôle, mais ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que vous avez observé, comment on réagit
votre public, est-ce que c'était agréable, est-ce que c'était désagréable, est-ce qu'ils se sont laissés prendre au jeu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a envie de commencer? Curieux. Donc, toi, tu es Thibaut ou Gauthier? Thibaut. C'est curieux quand c'est pas forcément quelque chose dont j'ai du tout entendu parler, le développement durable, mais c'est quelque chose quand même qu'ils avaient en tête. Ils ont déjà entendu par exemple des termes de lumière quand ils sortent, de pas gaspiller l'eau. Et du coup, c'était plus savoir vraiment pourquoi c'était plus à venir. Et du coup, ton bilan après la mise en place de ton projet? Le projet n'est pas encore fini, c'est pour ça, mais là, du coup, on est dans la partie créative et du coup, ils sont assez intéressés de participer à créer toute l'histoire. Tu me rappelles ton public, c'était? On va écrire l'histoire ensemble avec les jeunes de mon groupe, en mettant aussi des images pour ceux qui savent pas lire, pour parler des gestes pour faire dans la culture, etc. Et d'expliquer pourquoi en fait. Super. Donc tu as su les entraîner avec toi? Là, c'était juste une présentation un espèce de brainstorming en fait. Qu'est-ce que c'est le développement durable, qu'est-ce que ça leur évoque, et au final, j'ai eu plein de questions de leur part et j'étais beaucoup plus intéressé que ce que je pensais qu'ils seraient. Ah. J'allais juste parler et leur faire une présentation, en fait, on me posait plein de questions. Et comment c'était pour toi? Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, vis-à-vis de leur accueil? Moi, vu que c'était le thème imposé, je me sentais aussi un peu contraint de devoir le faire. C'est pour ça que j'avais choisi une espèce de présentation de je vais tout leur dire et puis on verra ce qui se passe. Et vu qu'ils sont très curieux et intéressés, c'était un peu le. Ok. Merci. Qui veut nous partager? Oui. Genre, si on commençait petit, on aurait encore plus de chances. Et du coup, est-ce qu'ils ont senti que, même si c'était que eux à commencer ce projet-là, que ça avait du sens de se mettre en action? Ce sera intéressant de voir comment? Ouais. Ce qui va être intéressant d'évaluer, c'est quel rôle a eu la dynamique de groupe là-dedans. Parce que faire quelque chose ensemble, c'est énorme. On dit que 1 plus 1, c'est pas 2, hein. C'est beaucoup plus que ça. Parce que c'est comme si on démultipliait notre énergie, notre possibilité d'action. Donc le fait d'avoir mené quelque chose en groupe, ce sera intéressant de voir comment ça les a aidés à se motiver, d'avancer ensemble. Qui d'autre? Michel. Je travaille dans un établissement public et donc le projet, le public était de venir m'accompagner. Alors l'idée au départ, quand on a abordé le développement durable, sur l'alimentation, puisqu'au départ, des jeunes qui avaient des problèmes gastriques, des problèmes aussi de comportement pour certains, parce que le fait d'être délocalisé, d'avoir une alimentation rapide, la restauration rapide, comme les kebabs, tacos, tout ce qu'ils ont eu au départ, c'était pas évident pour eux. Donc l'idée a été donc, de mettre en place un potager, alors expliquant que dans le département il existait le bio. Qu'est-ce que c'était le bio? Et finalement, je me suis rendu compte qu'en Afrique, il n'y a que du bio. Pratiquement, il n'y a que du bio. Alors l'idée après, ça a débordé en fait. C'est-à-dire que
ça a développé un peu beaucoup de choses, la solidarité, l'entraide, et beaucoup d'humour, beaucoup de plaisir. Et je pense que pour certains, ça leur a rappelé aussi le pays. Tu parlais tout à l'heure de bien-être, la maison, tout ce qui peut rappeler quelque chose de très serein. Et en fait, c'était beaucoup d'énergie positive et qui les ont beaucoup ressourcés. Et finalement, peut-être ce projet, s'il continue comme ça, il fera partie du projet de service. Parce que ça rapportera quelque chose au-delà de ce qui est au départ été mis en place. Waouh, c'est magnifique. Bravo, bravo à vous tous. Mais là, on touche à une dimension essentielle qui est vraiment celle des aliments, de l'alimentation et de tout l'affectif qui est lié à cette dimension-là. C'est pas un acte anodin, au contraire, c'est un acte fondamental qui nous permet de se sentir en lien, de sentir qu'on est dans le partage. Et donc, prendre un repas ensemble, en plus, si on a cultivé les légumes, s'il y a eu tout, c'est aussi le lien à la terre, c'est vraiment comme reconstruire son identité, renouer avec son identité profonde. Donc ça, c'est pour moi, c'est un des projets que je ferais faire dans chaque école, pour que les enfants puissent, depuis petits, être sensibilisés à cette distance qu'il y a entre la terre et la bouche. On oublie la notion de plaisir aussi, parce que c'est une notion aussi qui nous suit dans notre vie. Tout à l'heure, tu parlais d'imaginer un endroit, un espace. Tu parlais de terre. Finalement, on y revient. C'est une façon de partager, de la convivialité, où tout ce qui est négatif est occulté, et c'est du plaisir. Ouais. Qui nous ressource, qui nous permet aussi de repartir sur différentes actions avec de l'énergie et quelque chose de bien-être. C'est ça. Et cette nourriture-là, elle sera investie d'une valeur qui ne sera pas juste les calories, les acides aminés, elle aura beaucoup plus. C'est pour ça que je vous disais en début de mon intervention que pour moi, il y a l'alimentation, il y a les aliments, mais la nourriture, c'est beaucoup plus large parce qu'il y a des aspects subtils de l'affectif qu'on y met, du plaisir d'être ensemble. Ça, c'est pas quantifiable et pourtant ça nourrit. Et je pense que vous êtes tous d'accord sur le fait que, voilà, on peut bouffer des tacos, des McDo tout seul au drive, enfermé dans sa bagnole. Ça ne fera pas le même effet que de bouffer 3 feuilles de salade, mais dans une ambiance qui est la joie du partage. Donc la nourriture, c'est beaucoup plus, et c'est pour ça qu'il y a un sens dans la nourriture. Donc c'est un super témoignage et je suis contente que de ce que j'entends, il y aura une suite. Et puis, tu vois, il y a aussi la dimension qui est importante pour ces enfants qui ont été un peu à gauche à droite, qui ont été déracinés dans leur vie, de se réapproprier aussi l'acte de se faire à manger. Parce que s'ils arrivent à faire ce geste-là, donc pour moi, la cuisine en soi, c'est une thérapie psychocorporelle, parce qu'il y a tous les sens qui sont là. Je viens de faire un stage du 1er au 8 mai avec un public d'adultes, où je faisais des ateliers de cuisine avec eux. Et à un moment donné, moi j'utilise beaucoup les plantes sauvages comestibles, j'utilise les fleurs, donc je pourrais vous montrer quelques photos si vous voulez, ou vous les partagez, ou vous les verrez sur ma page Instagram.
Mais j'ai eu des témoignages qui m'ont vraiment émue parce que j'ai lancé un truc et les gens ont été tellement réceptifs jusqu'à me dire mais ils allaient cueillir leurs fleurs, ils revenaient avec leur petit panier, tout ça, ils passaient 1 heure à décorer les assiettes, tout ça, et puis à me dire mais c'est une vraie méditation, mais c'est une vraie thérapie, mais qu'est-ce que je me sens bien. Je me souviens quand j'étais petite que j'allais chercher les plantes, je les collectionnais, tout ça. Donc, dimension de la régression presque. Ils me disaient, toi, tu es notre maman. Ils étaient complètement dans leur trip, mais de réparation de ces moments fondamentaux on se nourrit, on s'alimente dans la joie. Et on se retrouve pour qui on est. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Et ce qui me paraît fondamental à souligner, c'est que ce qui va vous permettre, à mon avis, hein, c'est mon opinion, mais c'est ce que je constate dans mon métier, où moi j'ai souvent des gens qui viennent me voir pour des problèmes physiques ou psychosomatiques, mais beaucoup physiques, et qui se demandent comment je vais changer mes habitudes au quotidien. Alors, d'après vous, c'est quoi le moteur qui va permettre à un changement de s'enclencher? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on se dise « oui, là, j'y vais, ça y est, je change mes habitudes ». Qu'est-ce qu'il faut connecter? À la fois, c'est une prise de conscience, oui, c'est le constat, mais plus profond, peut-être pas plus profond, mais le sens, oui. C'est un peu une question de survie, non? De se dire que si on ne change pas, même que nos enfants encore, on n'a pas ça. Alors, je vais essayer de vous amener la chose différemment. De quoi vous avez besoin pour mettre en place un comportement ou une habitude qui vous fasse du bien? Vous savez tous qu'il y a des choses qui nous font du mal, des choses qui nous font du bien. Mais qu'est-ce qu'il nous faut pour sentir que nous avons cette valeur, que nous valons le fait de nous faire du bien? C'est de quoi que nous avons besoin? J'entends pas avec les masques. Un choc? Le déclic, oui. Ouais, mais le fait de se dire, j'ai de la valeur pour aller mieux, pour m'autoriser, pour me donner la permission d'aller mieux. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Valorisation, oui, on est... Non, parce que ça peut être à l'échelle individuelle. Qu'est-ce qui fait que, je ne sais pas, je dis un nom au hasard, Mélodie. C'est qui Mélodie? Mélodie. Mélodie, qu'est-ce qui fait que tu puisses te dire je me veux tellement de bien que je vais mettre un... Exactement. Ah ben j'ai bien... Alors, est-ce que c'est facile de contacter l'amour pour soi? Qu'est-ce qu'il faut pour contacter l'amour pour soi? Ça, c'est une question Essayez de me donner des réponses parce que je n'ai peut-être pas la réponse. C'est les autres qui nous donnent aussi l'envie d'aimer, non? Ça, c'est très vrai. C'est vrai dans la mesure où, si on a été des enfants qui n'ont pas reçu l'amour des parents, on a peut-être été bloqué dans notre blessure de...
de dévalorisation, de rejet, de non-reconnaissance. Et alors, quand on est un peu plus grand, que on est devenus des adultes comme vous et moi, quelque part, nous pouvons revenir là-dessus et nous dire que finalement, même si papa et maman ont été comme ils ont été, c'est OK. Mais qu'aujourd'hui, nous pouvons nous-mêmes nous donner cet amour qui nous a manqué. Donc, pour moi, c'est un des passages que je mets en place, en tout cas dans l'accompagnement avec les personnes. Je leur fais sentir qu'ils sont capables, même s'ils n'ont pas reçu, les personnes, elles peuvent être capables de se donner cet amour-là. Et alors là où ça devient délicat, j'imagine dans votre relation d'accompagnement, là où souvent il y a des situations familiales très compliquées, mais moi je suis plutôt positive dans mon approche et je pense que même s'il y a eu beaucoup de défaillances, beaucoup de dysfonctionnements, vous pouvez vous appuyer sur les ressources personnelles de chaque individu pour leur montrer à ces enfants, à ces adultes, à ces personnes que vous contactez, qu'ils ont en eux les ressources pour s'aimer, pour se faire du bien, qu'ils ont cette valeur en eux. Vous allez leur montrer qu'ils ont cette valeur avec le fait que vous les voyez, vous les considérez, vous leur donnez de l'attention, vous les félicitez pour tous les petits pas qu'ils font. Et alors ça, c'est la petite graine qui va germer, qui va vraiment faire grandir l'amour pour soi. Je vaux, j'ai suffisamment de valeur pour me faire du bien, pour mettre en place des changements dans ma vie. Et plus je me fais du bien, plus je ferai du bien autour de moi. J'ai l'impression que ça, c'est une loi humaine. Si je suis bien, je serai bien avec les autres. Si je m'aime, je peux sentir que je peux mettre en place quelque chose, même pour ma communauté humaine. Je retrouve ce lien à moi, je retrouve ce lien aux autres. Et vous, en tant qu'éducateur, c'est sur ce lien que vous vous basez. C'est quel lien j'établis avec l'enfant, la personne en face de moi. Donc, pour moi, tout se passe au niveau du lien. Vous allez le gérer avec différentes astuces, différentes stratégies, mais si vous faites ce métier, c'est parce que le lien est au cœur de vous. Et je vais juste terminer, moi, avec une phrase qui me parle beaucoup d'un mystique persan qui s'appelle Rumi. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il a inspiré... Alors, trois phrases, parce que comme elles sont toutes jolies, je vous les donne, comme des fleurs, là, pour vous. Alors, la première, c'est Rumi. Alors, la première phrase est dit: Hier, j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je change moi-même. Alors, la deuxième, c'est lorsque vous cherchez l'amour de tout votre cœur, vous trouverez qu'il fait écho à travers l'univers. La troisième,
La blessure est l'endroit par lequel la lumière entre en vous. C'est une façon de dire merci mes blessures parce que vous m'avez permis de pouvoir accueillir la lumière. Vous savez qu'il y a une technique au Japon de poterie où on fait des super jolis pots tout fins, tout ça, magnifique. Puis on les casse et on les recolle et entre chaque morceau on met de l'or. Donc ceux qui ont parlé de compost, de recyclage, mais nous sommes tous des pots cassés. Mais nous avons de l'or dans chaque faille de nos blessures. N'oubliez jamais ça, que nos blessures nous ont révélé que la lumière a pu rentrer en nous. Elle a pu nous donner cette sensibilité que nous avons, cette conscience que nous avons. Mais il y a encore un espace infini à développer. Donc le voyage n'est pas fini. La transformation n'est pas finie. Et la dernière phrase, c'est « Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et trouver tous les obstacles que tu as construits contre l'amour. » Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et trouver tous les obstacles que tu as construits contre l'amour. Donc moi, je vous fais ce souhait dans votre pratique de pouvoir déjà vous-même faire ce chemin de recherche et de déconstruction des obstacles qui vous ont par moments empêché d'être en contact avec l'amour pour vous-même. Et puis, quand vous aurez mis de l'or dans toutes vos blessures, offrir cette lumière que vous êtes à toutes les personnes avec qui vous rentrerez en contact, pour qu'ils puissent se sentir que, eux aussi, ils sont des magnifiques pots cassés qui valent de l'or. Et je vous laisse avec ça. L'alimentation a été un prisme, le développement durable, la trame de ce grand plaisir à être avec vous et de me sentir partie de la famille humaine.